Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Souveraine et aujourd'hui ce n'est pas un épisode de podcast que je te propose, c'est une interview. J'ai accueilli une amie qui est passée par le parcours du cancer du sein et j'avais envie de pouvoir offrir en ce mois d'octobre, notamment d'octobre rose, un espace, un endroit où on pourrait entendre une femme s'exprimer sur ce parcours. J'ai essayé de lui laisser le plus possible la parole, qu'elle puisse poser ses mots sur ce qu'elle a vécu, dans son corps, dans son esprit, et que peut-être ça puisse trouver écho chez des femmes qui vivent aussi le cancer du sein ou pour des personnes qui accompagneraient des personnes qui en souffrent. Cela me tenait à cœur de lui laisser la parole, puisque malheureusement ce n'est pas la seule femme dans mon entourage qui passe par cette étape, qui est atteinte de la maladie, et j'avais vraiment à cœur de pouvoir offrir cet espace de parole. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute. Alors tout d'abord, merci d'être ici. Et avant de parler du cancer, j'ai envie qu'on parle de toi, de la femme que tu es, de ton humanité, de ta lumière, de ton parcours, et ça bien au-delà de l'étiquette aussi lourde qu'elle puisse être du cancer. Parce que le mot cancer, souvent ça peut faire peur, ça fige, c'est compliqué, ça effraie, et on peut même dire qu'il écrase un petit peu tout sur son passage, ce mot-là. Du coup, toi, tu es quand même beaucoup plus vaste que ça, que juste le mot cancer, et c'est ce que j'ai envie de faire entendre ici. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, et donc, au-delà du cancer du sein? Ok, alors dans les grandes lignes, j'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, je suis une femme active, et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Est-ce que tu peux nous raconter, avec tes mots, comment est-ce que tu as découvert ton cancer? J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du sein gauche. J'en ai parlé à mon gynécologue. Et au départ, il me disait que c'est peut-être hormonal, donc il m'a donné une crème, je saurais peut-être pas dire laquelle, je me souviens plus. Donc fallait que je la passe tous les soirs, que je me masse avec, et puis moi ça faisait pas effet. J'ai fini par abandonner la crème, et puis le temps il a passé, les douleurs se sont effacées, donc je me suis dit bon, tant mieux. Puis un jour c'est revenu. Et j'en ai reparlé à mon gynécologue et il m'a dit on va faire une écho, une écho mammo pour contrôler. Et donc j'ai fait une écho mammo. À ce moment-là, j'avais 33 ans. J'avais déjà l'habitude de faire des échos toutes les 2 ans parce qu'effectivement j'avais des seins assez denses comme il le disait mon gynéco, donc un petit peu sujet aux kystes. Donc j'avais déjà cette surveillance tous les 2 ans. Mais la mammo, en tout cas, moi, c'est vrai que ça me faisait souvent référence un petit peu à prévention du cancer du sein. Donc j'y suis allée pas très rassurée. Mais j'y suis allée, j'ai été bien accueillie, et puis moi j'ai fait mon examen, et puis la femme qui m'examinait, donc un médecin, me dit oh je vois quelque chose de pas très bien, ça vaut la peine de pleurer un peu plus loin. Et donc elle m'a demandé de faire des biopsies en fait, parce qu'elle avait trouvé quelque chose, mais elle était pas sûre que ce soit un kyste bénin ou autre chose, donc fallait expertiser un petit peu. Et donc j'ai pris rendez-vous à l'hôpital, j'ai fait mes biopsies. Déjà je suis arrivée et le médecin m'a très mal accueillie parce que j'avais 33 ans. C'est pas dans les codes du cancer du sein. C'est pas un classique qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est ça. Apparemment, je fais partie des 6% de la population mondiale à avoir un cancer à moins de 55 ans, je crois. Et donc il m'a gentiment dit mais qu'est-ce que vous faites là vous? Et donc je lui ai dit écoutez, je suis là pour passer ma biopsie, j'ai fait une écho mammo, on m'a vivement conseillé de venir, tenez mes clichés. Le docteur a regardé mes clichés, il m'a dit ah d'accord, je vois, passez à côté. Donc déjà je me suis dit il y a anguille sous roche, première impression. Oui, ça sent pas bon. C'est pas très engageant. C'est ça. Bon, il s'est loupé plusieurs fois, mais il a fini par y arriver. Il m'a dit ok, très bien, je te revois dans 10 jours pour les résultats. J'arrive et il me dit madame, asseyez-vous, fait le point, on a reçu les résultats, est-ce que vous êtes venue seule ou accompagnée? Et je lui ai répondu, j'ai mon conjoint qui attend dehors. En fait, on était en période de Covid, donc c'était assez filtré. Et il m'a dit, vous ferez mieux d'aller le chercher, vous allez en avoir besoin. Donc avant même d'avoir
l'annonce, je savais, en fait. Oui, voilà, c'était clair. C'était pas malin, mais bon. Donc j'ai fait OK, donc fait rentrer mon conjoint, il s'est assis à côté de moi, et puis il m'a dit, bah oui, madame, la mauvaise nouvelle, vous avez un cancer du sein, mais soyez rassurée, maintenant ça soigne très très bien, vous êtes bien prise en charge et accompagnée. Puis il m'a expliqué un petit peu, comment ça allait se passer, en fait. Et du coup, quel a été ton premier ressenti quand on t'a annoncé la nouvelle? Qu'est-ce que t'as ressenti en toi? Comment ça s'est manifesté? Un blanc, en fait. C'est comme si on me disait, je sais pas, t'as la grippe, en fait. J'ai pas pris conscience de ce que c'était. Dans la mesure où moi, dans ma famille, il y a aucun cancer. J'ai jamais côtoyé quelqu'un qui avait un cancer. Je savais pas à quoi m'attendre. J'ai pas, pris conscience de ce que c'était à l'annonce. Ouais, t'étais un petit peu presque déconnectée de ce qu'on te disait. Oui, c'est ça, déconnectée, et où je mesurais pas, en fait, les conséquences. Je suis sortie de l'hôpital, j'avais même le sourire, en fait, c'est pour dire. J'avais le sourire, je me suis dit, bon, ok, très bien, il a dit que ça soignait bien, je vais être prise en charge. Voilà. Ouais, il y avait une sorte de presque dissociation. Ouais. Ton cerveau avait pas encore Ouais, c'est ça, complètement traité l'information. C'est ça, j'avais pas encore traité, et puis il y avait comme une méconnaissance, du coup, je pouvais pas assimiler la nouvelle. Je peux pas encore dire que j'étais dans une phase de déni, pas encore, parce que je ne connaissais pas. La phase de déni, elle est venue après. Elle est venue après. Elle est venue après. Okay. Donc malgré que toi tu l'aies pas forcément ressenti comme ça, parfois quand c'est diagnostiqué, c'est tout un monde qui finit par s'effondrer. C'est ça. Le tien, celui des autres autour aussi. Et cette partie, là, ces questions que j'ai envie de te poser, c'est un petit peu toute cette traversée, celle du choc, des soins, des traitements, de la violence aussi parfois. Mais c'est aussi peut-être celle de présence inattendue, de certaines forces un petit peu intimes qui émergent, qui arrivent en toi. Et on va parler de ton corps, de ce qu'il a vécu et de ce que tu as tenu. Donc la question que j'avais envie de te poser, c'est peut-être chirurgie, chimio, traitement. Qu'est-ce que tu as vécu dans ton corps et dans ton mental? Voilà, raconte-nous un petit peu ce parcours de soins. Alors mon parcours, il a été atypique dans la mesure où au début j'étais suivie par un hôpital proche de chez moi. Donc là où j'ai eu le médecin qui m'a fait la biopsie. Donc lui m'avait parlé de un protocole chimio, radiothérapie, hormonothérapie classique. Il m'avait prévu la date d'opération, tout était bouclé. Et une semaine avant de faire l'opération, fallait que je fasse un IRM. Et en fait, au moment de faire cet IRM-là, je suis tombée sur une jeune femme qui m'a dit, je la sentais pas très sûre d'elle, donc au début, je me suis dit, bon, j'ai eu un peu d'a priori. Je me suis dit, elle est jeune, peut-être qu'elle commence. En fait, non, elle doutait pas par rapport, au contraire, elle a été très bien. C'est après coup que j'ai un peu mal jugé sur le moment, et c'est qu'après, en fait, elle m'a dit, mais madame, on va pas pouvoir faire l'opération dans une semaine parce que j'ai un doute là. Et elle a pas pu m'expliquer ce que c'était, mais elle m'a dit j'ai un doute, et quand il y a un doute, je préfère demander l'avis à des confrères. Donc l'opération est annulée. Et j'ai été donc à l'Institut Curie à Paris pour avoir un autre avis médical, et donc on m'a refait l'écho-mammo. Et là on m'a dit mais écoutez madame, vous avez bien fait de demander un deuxième avis parce qu'en fait vous n'avez pas qu'une tumeur, vous en avez 3. Et donc dans l'autre hôpital, si on vous avait opéré, on vous en aurait retiré qu'une seule. Ça aurait pu être dramatique. À partir de là, j'ai voulu être suivie par l'autre hôpital, donc j'ai continué avec l'Institut Curie. Donc déjà, ça a été un premier choc pour moi parce que je pensais que ça irait vite en fait. Je ferais opérer, allez hop, on enchaîne. Sauf que là, le temps que j'ai le deuxième diagnostic, on avait déjà perdu 2 mois en fait. Ça fait déjà 2 mois que j'attendais, et en plus à l'Institut Curie, j'ai dû refaire tous les examens. Donc renouveau, écho, mammo, biopsie, prise de sang, toutes ces choses-là. Donc ça a été un petit peu ça qui a été fatigant pour moi, physiquement et moralement. Après, j'ai été très bien prise en charge, tout a été très vite. Une fois qu'on a fait le diagnostic, ils m'ont clairement dit, voilà, l'opération, c'est telle date. Après l'opération, vous aurez la radiothérapie, et après on enchaînera avec l'hormonothérapie. Contrairement au précédent hôpital, Curie ne m'a pas préconisé de chimio par rapport à mon jeune âge. Ils ont fait un examen supplémentaire, c'est la détection du Ki67, c'est le taux de prolifération des cellules. C'est la vitesse à laquelle le cancer se développe. Comme moi, mon cancer par chance ne se développait pas rapidement, ils m'ont dit que ça servait à rien de m'affliger les chimio, que ce serait pas... Il n'y aurait pas forcément des résultats qui nécessitaient autant dans mon traitement. Donc du coup, on est resté sur ce protocole-là, donc pas de chimio. Et donc j'ai été opérée. Ce qui a été violent pour moi, et je pense que c'est là où je parlais tout à l'heure du déni, c'était le jour de l'opération. On te prépare, on te met en condition, t'es sur ta chaise roulante, t'attends qu'on t'emmène faire les dernières choses. Alors fallait qu'on fasse les marqueurs avant l'opération. Du coup, on m'avait juste marqué une tumeur mais pas les 2 autres. Voici, ils avaient fait ça d'une méthode moins invasive.
Donc je m'attendais pas à ce que ça me fasse aussi mal. En fait, c'est des harpons qu'on t'envoie sur les tumeurs et j'ai souffert, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et en fait, ça a été le premier choc où là je me suis dit ah ça y est, on y est. Là où j'ai pris conscience, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir des douleurs physiques. Je me souviens en fait qu'après les harpons, on m'a mis devant une salle, c'est la salle où on vous endort. Et là je me suis mise à pleurer et j'ai pris conscience, je me suis dit ah bah ça y est, on y est en fait. Tant que moi je suis une personne qui n'était jamais faite opérer, en fait jamais de gros pépins de santé, donc je connaissais pas tout ça, donc j'ai commencé à angoisser, j'étais pas bien. Finalement on est venu me chercher, et on a voulu me mettre la perfusion, oui, sauf que je suis tombée sur un infirmier qui était pas très délicat, qui m'a reproché de le stresser, qui m'a dit madame j'arrive pas à vous piquer, vous êtes trop stressée, je vais appeler ma responsable, elle le fera à ma place. J'ai dit ok, c'est moi qui devrais être le plus stressée là, c'est pas toi. La responsable vient et elle me dit non mais madame, c'est normal, et j'avais peur, j'étais stressée, donc mes veines, elles se sont rétractées, elles sont devenues plus petites. Elle me dit, en fait, faut vous piquer avec une piqûre de bébé. Et c'est passé tout seul, j'ai pas eu mal. On a fini par m'endormir, j'ai été opérée. Puis après, oui, ce qui a été dur pour moi, pour rebondir sur ce que tu me disais par rapport à la souffrance, là où vraiment je me suis sentie seule. Ça, à l'hôpital, je trouve qu'ils sont pas assez près des gens. J'avais aucune visite. Alors déjà, de par le Covid, j'avais pas le droit à avoir de proches, donc ça a été difficile. Le système médical qui venait me voir uniquement pour faire leur contrôle, pour m'emmener le repas. Sinon, j'avais aucune personne qui venait discuter avec moi, rien, aucune humanité. Pourtant, les professionnels, ils sont très très bien, mais j'ai trouvé que le service, en tout cas les infirmières, manquaient de bienveillance par rapport à ça. Après, je sais que bon, avec le métier, moi, doit avoir l'habitude, on perd peut-être cette proximité-là avec les malades, mais moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Et ce qui a été le plus dur pour moi à ce moment-là d'hospitalisation, c'est quand j'ai dû aller me laver la première fois toute seule. Je m'attendais à être accompagnée et non, j'y suis allée. J'ai été dans une petite salle de bain extérieure de ma chambre. Je me suis traînée jusqu'à là-bas. Et en fait, arrivée dans ma petite salle de bain, rebelote, j'ai pleuré parce que je me regardais et je savais pas comment faire. Comme on m'avait opéré les deux seins, on m'a pris sur le sein qui était sain pour reconstruire le sein qui était malade. Pour ceux qui nous écoutent, c'est une reconstruction mammaire qu'on fait en même temps que l'opération pour que la patiente ait l'équilibre de la poitrine en sortant du bloc opératoire et qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les deux seins. Ça peut se faire dans certains cas. C'est ça, c'était pour m'éviter une ablation et comme j'avais une poitrine généreuse, on a pu trouver cette solution-là au lieu de me mettre une prothèse comme initialement prévu. Et donc effectivement, j'étais bien enroulée dans tous mes pansements et donc fallait se laver. Et je savais pas comment m'y prendre. Puis je me sentais super faible de mon opération. Et ça a été très dur parce que j'aurais voulu avoir quelqu'un pour m'accompagner. C'est comme à la maternité. Enfin, pour le premier échange du bébé, on aime bien avoir la sage-femme pour nous rassurer. Et là, c'était pareil. J'avais besoin de quelqu'un pour me rassurer. J'avais l'impression, en fait, d'être une petite fille, d'avoir besoin de ma maman. Et je pense que, ouais, on a vraiment besoin d'être encadré. Et c'est ça qui est difficile. Je parle de mon expérience. Après, chaque service fonctionne différemment. Mais c'est vrai que moi, c'était mon grand désarroi, ouais, ce manque de proximité avec moi qui m'a beaucoup fait souffrir à l'hôpital. Et après, évidemment, c'est votre environnement proche aussi qui compte beaucoup pendant cette période-là. Donc, faut vraiment être accompagné, être soutenu. C'est important. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont accompagnées, qui ont un conjoint, ça peut être vraiment un raz-de-marée dans le couple parce que le conjoint, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. J'en ai discuté beaucoup avec des personnes qui étaient prises en charge à Curie avec moi et c'est vrai que généralement les conjoints ne sont pas très bavards. Face à cette situation, beaucoup prennent sur eux et on sait pas vraiment comment perçoivent la chose. Certains vont percevoir d'une manière mais quand même être là présent pour vous soutenir. Puis d'autres vont se refermer et c'était un peu mon cas. C'est un peu beaucoup refermé sur lui-même, pas être face à la maladie, peut-être un déni, puis plein d'autres raisons. Je me suis aussi sentie très très seule dans mon couple. Ça a été dur. Je pense entre le jour de l'opération où je me suis pris grosse claque où je me suis dit oui finalement c'est ça qui m'attend. Puis après mon conjoint qui était pas aussi présent que je l'attendais pour ces raisons. Ça a été dur. C'était les deux moments les plus durs pour moi. D'accord. Le côté solitude en fait. Ouais, la solitude, pas se sentir comprise. Après là, j'ai une amie formidable. Merci. C'est toi vraiment, tu m'as vraiment beaucoup soutenue. Heureusement que t'étais là. Et là, il y a une petite pause dans l'interview puisque nous avions beaucoup d'émotions qui se remontaient pour toutes les deux. Mais malgré tout, on a enchaîné sur les questions. C'est pour ça que la transition peut paraître un petit peu brute, mais c'est parce que j'ai coupé le moment émotion pour continuer l'interview et qu'on puisse parler de ce sujet qui est si important. Et du coup, avec tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, je suis plus moi, ou encore où tu as eu l'impression que ton corps t'échappait? Si oui, pourquoi? Et si ça n'a pas été le cas, pourquoi aussi? Je pense que c'est intéressant. J'ai eu l'impression que mon corps m'échappait
surtout après l'opération, le jour où tu sors de l'hôpital, moi j'avais mes drains, j'avais un drain de chaque côté, donc je me traînais mes gourdes de sang. Et quand je suis rentrée chez moi, que j'ai ouvert la porte, mes filles m'attendaient, elles n'avaient pas pu venir me voir à l'hôpital. Quand elles m'ont vue, déjà j'étais blafarde, hein, et elles ont vu mes gourdes, donc elles étaient un peu impressionnées, mais elles étaient quand même contentes de me voir. Mais elles étaient excitées, je pense qu'elles voulaient que je passe du temps avec elles, parce que moi j'étais fatiguée. J'étais pas là vraiment en fait. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ouais, il va falloir que je m'adapte, il va y avoir du temps. Et puis le quotidien reprend vite. Une fois que t'es rentré chez toi, l'hospitalisation, ça a été que 3 jours. Il y a l'école, faut préparer les enfants. Mais je me traînais, c'était très dur. Et là, ouais, tu sens que tu maîtrises plus en fait. Surtout que j'ai eu des baisses de tension pendant facile 4 mois. Même marcher, aller à l'école, c'était très difficile. Puis t'as la féminité aussi. Tu te regardes, à un moment donné, il a fallu enlever le pansement. Là, tu vois, tous les points, toute la reconstruction, beaucoup de cicatrices. En plus, elles ont énormément de mal à cicatriser. C'est là où vraiment tu te prends conscience et tu te dis déjà, comment ça va évoluer, est-ce que tu vas pouvoir retrouver un corps? Et puis au-delà de ça, on se dit, ça y est, c'est passé, mais en fin de compte, ça passe jamais réellement parce qu'on a toujours peur que ça revienne. En 2021, voilà, on est en 2025. Encore aujourd'hui, j'ai toujours cette sensation que mon corps m'échappe parce que j'ai toujours des douleurs suite à l'opération. C'est des douleurs neuropathiques, ça dit comme ça. Ça, on m'a dit que ça peut durer jusqu'à 10 ans derrière. La mienne, c'était une grosse chirurgie, donc ça peut être très long. Surtout que derrière, il y a eu les rayons, on fait du dégât. Voilà, des fois, je vais m'énerver, je vais avoir de la tristesse. Tout de suite, je sens que ça va réagir. C'est là quand on dit que vraiment tout est lié. Mon sein, notamment celui qui a eu la tumeur d'enlever, il va y avoir des plaques rouges, de la chaleur. Et quand c'est comme ça, je me dis, faut se calmer en fait. Là, faut que tu reprennes le contrôle, faut se calmer. T'as toujours la peur qu'il y ait une incidence, que ça te redéclenche un cancer derrière. Et c'est là-dessus en fait où je rebondis sur ta question, où il y a eu du positif par rapport au cancer, parce que j'ai pu travailler profondément sur moi et faire un travail de développement personnel suite à ça. Mais il y a aussi le fait que ça t'enlève une tranquillité. T'as toujours l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête où tu te dis, la moindre douleur, ça revient. T'es jamais tranquille. Et c'est là où, en fait, où effectivement, tu sens que ton corps t'échappe. Il y a des moments, t'y penses pas, quand tu vis des moments de partage ou autre, quand tu te détends, et puis, quand les douleurs reviennent, c'est quotidiennement, et ça te ramène un peu à la réalité et c'est pas toujours facile. Donc tu le disais, le sein, c'est un organe, certes, mais c'est aussi un symbole de douceur, de sensualité, de féminité. Parfois, c'est aussi un petit peu imposé, soyons honnêtes, la poitrine, le rapport à la poitrine. Alors, quand il est touché, qu'est-ce que ça fait bouger à l'intérieur? Ici, j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là, de la question de l'image, du regard, de tout ce qui est réappropriation aussi. Pas pour valider forcément les standards qu'on peut connaître, mais pour comprendre comment on peut, malgré les cicatrices, se regarder, se re-regarder un petit peu comme tu le disais, et peut-être, sûrement, s'aimer encore. Est-ce que tu crois à tout ça, toi? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça t'a fait d'y être confronté? Et est-ce que ça a bousculé des choses pour toi par rapport à ce symbole de féminité? Alors moi, ça a bougé des choses, question acceptation de soi. Quand je me suis retrouvée à me regarder sans mes pansements, avec les cicatrices, moi j'ai eu des kéloïdes, donc du coup c'était des cicatrices pas très belles. Et donc c'est vrai que quand je me regardais toute nue, je me disais aïe aïe aïe, c'est pas très beau en fait, que je vais donner envie à mon conjoint. Puis voilà, même par rapport à la confiance en soi, c'est pas terrible. Après c'est vrai que dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance. On m'a reconstruite directement, j'avais mes 2 seins, ils étaient formés, je m'habillais, on voyait pas de différence. Contrairement à une ablation où là clairement c'est une autre gestion de son corps. Là-dessus je mesure ma chance, ça ne se voyait pas extérieurement. Il y avait que moi face à mon miroir. Et donc après c'est... Mais est-ce que ça rend pas les choses un peu plus compliquées justement? Le fait que ça se voit pas, que au final si on ne sait pas, on le sait pas justement. Ouais. À mon sens, c'était plutôt une chance que ça ne se voit pas, dans la mesure où j'avais pas la question de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'on va me juger, est-ce qu'on va me mettre l'étiquette de la malade, notamment au travail. C'était ça. Mais c'était plus moi face au miroir et puis la tolérance que j'avais envers moi-même. Et ça m'a appris justement à être plus souple envers moi-même parce que j'ai toujours, comme toute femme, oui, tous des petits complexes, à être dur envers moi-même. Puis quand on passe à travers ça, on se dit mince, ça reste mon corps, il est là, il me soutient en fait. J'ai été dure en fait avec lui avant ça. Donc c'est vrai que j'ai appris à aimer mon corps différemment. Et curieusement, c'est vrai que comme disent certains de mes collègues, j'ai glow up. Ah oui, c'est vrai que oui, j'ai pris confiance en moi. Parce que justement, le fait de voir que, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur des choses, mais c'est rien en fait. Et quand tu passes par là,
Tu vois les choses différemment. Tu sais faire le tri et pas t'encombrer de choses inutiles. Comme à ma fille, je lui dis souvent, qui elle est adolescente, je lui dis, voilà, enfin, il y a tellement pire dans la vie. T'es belle, en fait, t'as un joli corps, t'es en bonne santé. J'ai pris conscience de ça. Je me sens bien dans mon corps, je l'accepte. Et oui, j'ai même pris confiance en moi, comme je le disais. Aujourd'hui, je suis même encore plus féminine qu'avant, parce que j'ai envie de me sentir bien. Et justement, cette expérience, est-ce que tu as eu à faire peut-être le deuil d'une partie de toi, peut-être celle qui s'acceptait moins? Comment est-ce que ça s'est passé par rapport à cette image, les projections, les désirs que tu pouvais avoir par rapport à tout ça, cette image? Aujourd'hui, le regret que j'ai, on va dire, c'est avant de rentrer dans cette période de ma vie, j'étais un petit peu inconsciente, on prend la vie comme elle vient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu ce côté candide, voilà, où on se laisse porter. Au contraire, aujourd'hui, comme je le disais plus tôt dans notre échange, à la moindre douleur, il y a les warnings qui s'ouvrent, en fait, qui s'affichent, qui disent attention, c'est peut-être le cancer ou t'as fait un truc de mal. Avant, dans ma vie, je ne marchais pas sur des œufs. Aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de positifs par rapport à la maladie, j'ai une sensation de marcher tout le temps sur des œufs parce que j'ai toujours peur que ça revienne. C'est ça l'innocence et de légèreté ouais, un peu perdue. Ouais, ça tu le récupères pas. Et enfin, il y a l'après-cancer, mais j'imagine qu'il est jamais aussi simple qu'on peut l'imaginer. Oui. Il est rempli de traces, tu le disais, visibles et invisibles. Mm. De peurs peut-être qui restent, et tu l'as très bien dit, tu l'as très bien exprimé. Et il y a aussi des renaissances peut-être plus silencieuses. Ça aussi, tu as commencé à l'aborder. Et donc ici, j'ai envie qu'on parle de reconstruction, mais pas seulement corporelle, puisqu'il y a toute cette autre partie dont tu parlais, mais aussi identitaire en quelque sorte et émotionnelle. Peut-être de ce que tu sais sur toi aujourd'hui, de ce que tu imaginais peut-être même pas avant, quelque chose qui serait allé chercher encore plus loin, et de ce que tu veux garder, transmettre et peut-être transformer. Est-ce que tu vis dans un après? Là, tu nous disais que le cancer était encore là, même s'il est parti, mais est-ce qu'il y a quand même un après-cancer? Oui, oui, et c'est vrai que moi-même, quand j'étais au cœur de la maladie, j'écoutais des témoignages, j'en lisais. Beaucoup de femmes disaient que l'après-cancer, il y a du positif. Et je les rejoins en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de positif, dans la mesure où effectivement, on traverse un moment qui est pas drôle du tout, qui laisse des séquelles. Mais c'est aussi un temps pour soi, où on met un stop dans sa vie pour se recentrer sur soi. Et c'est vrai que je vais vous dire quelque chose que un des médecins qui me suit à Curie m'a dit, c'est qu'à un moment donné, quand on est trop submergé par sa vie, par les soucis, le corps il nous envoie des signaux. Et quand on les écoute pas, à un moment donné, les signaux deviennent de plus en plus vifs. Moi, j'écoutais pas en fait. J'écoutais pas. Pourtant, je sentais que ça n'allait pas. J'étais triste. J'avais perdu l'envie de sortir. Je voyais plus mes amis. Je me maquillais plus. J'allais aller au travail. J'étais habillée vraiment n'importe comment. Et je sentais même le matin, j'avais du mal à me lever. Je me suis même dit à un moment donné, c'est pas possible. Je fais une dépression. Il y a quelque chose. Mon médecin m'a dit, vous voyez, en fait, à ce moment-là, votre corps est en train de vous parler. Il vous disait, il faut mettre un stop. Il faut penser à toi. Parce qu'il voyait très bien que j'étais complètement submergée, je faisais passer mon conjoint, mes enfants avant moi, le travail, et je ne m'occupais plus de moi, j'existais plus en fait. J'étais devenue une machine et en fait ma tête, elle était complètement coupée de mon corps. Tout était devenu vraiment mental, c'était vraiment comme un robot. Je gérais ma vie comme un robot. Il m'a dit simplement que à un moment donné, mon corps, pour me parler et pour me dire un bon stop, il m'a envoyé un cancer. Et c'est vrai que ça m'a fait tilt parce que grâce au cancer, j'ai pu penser à moi, prendre soin de moi, m'écouter, chose que je ne faisais jamais avant. Et voilà, je trouve que c'est important de savoir s'écouter encore une fois et de pas attendre d'avoir une maladie grave en fait qui arrive pour se dire voilà, je vais prendre le temps pour moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Enfin voilà, pour moi l'avant-après il est là en fait. C'est apprendre à s'écouter, à poser des limites et ne pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave pour se poser les bonnes questions. Pour moi c'est surtout ça. Parce que le cancer, il y a le côté médical mais il y a aussi l'accompagnement psychologique qui est à côté pour en plus du soutien de l'entourage. Je me suis beaucoup penchée dans la lecture, sur le développement personnel. J'ai pu travailler sur moi-même, j'ai pris le temps étant donné que j'étais en arrêt maladie, on va dire que j'avais du temps. Quand mes enfants étaient à l'école, je prenais soin de moi. De rendez-vous médicaux, de travailler sur moi et j'en suis sortie grandie. Donc le positif, il est là. C'est que ça m'a appris à m'écouter, à à déchiffrer les signaux que mon corps m'envoie et à me prioriser aussi. J'en sors différente, clairement. Je me suis épanouie et même au travail, on me dit beaucoup que la Sandrine d'avant n'a rien à voir avec la Sandrine d'après, même avec les autres. Je suis ouverte. Je vois vraiment la vie différemment en fait. Même si oui, j'ai l'épée de Damoclès, etc., qui des fois me ramène à la réalité, j'ai tendance quand même à
à être, plus épanouie, à voir les choses plus positivement dans ma vie, à avoir des objectifs. Ça, c'est tout un état d'esprit qui évolue, voilà. D'accord. C'est très intéressant. Donc, on arrive à la dernière partie de notre entretien. Et dans cette partie, j'aimerais laisser un petit peu la place comme une porte ouverte parce qu'au moment où on parle, il y a peut-être une femme qui découvre, qui reçoit son diagnostic. Il y a peut-être une autre qui commence ses traitements. Il y a aussi peut-être une autre qui en est sortie mais reste marquée. Et encore, peut-être, il y en a une qui commence à accompagner une amie, une sœur, une mère, une belle-mère. Et dans cette traversée sur ce chemin, je pense que chaque mot a son importance et chaque mot peut vraiment soutenir. Donc j'aimerais te laisser un dernier espace ici pour leur parler à ta manière, avec tes mots, pour leur expliquer, pas pour chercher à rassurer, mais pour déposer ce que tu aurais peut-être aimé toi recevoir à l'époque. Un mot, une phrase, un geste, une sensation, quelque chose qui aurait pu te soutenir. Et peut-être aussi ce que tu dirais aujourd'hui à ton corps, à cette poitrine, à cette peau, après tout ce que vous avez traversé ensemble. Donc si justement il y a une femme qui commence son parcours de soins ou qu'elle a quelqu'un dans son entourage dont c'est le cas, quelle est la toute première chose que tu veux leur dire à ces femmes-là? J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'il faut vous laisser porter en fait. Vous allez être prise en charge par l'équipe qui vous accompagne. Faut vraiment pas trop se poser de questions pendant le cœur du parcours. Vous suivez vraiment le protocole et de toute façon, si vous avez des émotions, si vous vous sentez fatigué, peu importe, faut vous dire que c'est normal et faut surtout pas s'empêcher d'exprimer vos émotions, surtout pas être seul, faut en parler, les professionnels sont bienveillants, hein, vraiment. Moi tout à l'heure je parlais de mon expérience post-opératoire, mais c'était juste ça le point noir de mon parcours. Le reste du temps, j'ai été très bien accompagnée, très bien soutenue, j'en ai même été surprise. Ça se passe finalement, c'est qu'une étape, vous allez voir, vous allez en sortir plus forte. Faut vraiment pas vous décourager, c'est une étape de vie difficile, on en ressort plus fort et mieux dans sa peau. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, qui t'a aidé et que tu recommandes? Un peu ton geste doudou, la phrase soutenante que tu t'es peut-être répétée, peut-être aussi discuter sur des forums, vraiment le truc qui peut peut-être faire la différence? La première chose qui m'a aidée, c'était pendant le parcours, c'était de me trouver un rituel qui m'apaise en fait. C'était marcher, aller me balader en pleine nature. Ça m'aidait à vider mon esprit, à accueillir le calme, à me laisser envahir par la paix en fait. Je me sentais vraiment bien, même quand j'étais fatiguée, quand je sentais que mon esprit était trop agité, j'allais me balader, que ce soit dans les champs, dans la forêt, je revenais, j'étais bien. Donc c'est ça, c'est de se trouver une routine, quelque chose en tout cas qui vous apaise. Et dès que vous sentez que votre corps vous lâche, que les émotions fusent, vous faites votre petite routine. Donc ça c'était pendant et ça l'est toujours maintenant. Pour l'après, ça a été de me réconcilier avec ma féminité, c'est-à-dire de me réapproprier, de prendre plaisir à me faire belle, à me maquiller, à me choisir des beaux habits. Je pense que ça aide beaucoup après un parcours comme ça, de se réconcilier avec soi-même, de se trouver belle. Voilà, faut vraiment être tolérante avec soi-même et bienveillante, vraiment. C'est important, je trouve. Chouchouter, de prendre soin de soi. Puis ça permet de retrouver sa puissance, en fait. Ah, mais clairement, de prendre le temps d'aller se faire masser, de voir des amis, de faire des choses qui nous font plaisir, en fait. C'est important de se raccrocher à ça. Et aujourd'hui, si tu devais dire un dernier mot à ton corps, à cette poitrine, à cette peau, qu'est-ce que tu dirais? J'aurais envie de dire à mon corps qu'il a été très courageux. Comme toujours, hein, parce que moi j'ai toujours fonctionné un petit peu en mode robot. J'ai toujours eu un état d'esprit, il faut être forte. C'est ça, il faut être forte et il faut avancer. Et c'est vrai que du coup j'avais un petit peu développé des mécanismes où je ne m'écoutais pas et c'était pas la bonne solution. Aujourd'hui, je dirais pardon à mon corps de l'avoir surmené déjà, que je vais faire mieux pour en prendre soin et je le remercie aussi en tout cas d'avoir tenu le coup pendant tout ce parcours. Et d'être toujours là aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes mots. J'espère que ça pourra peut-être accompagner des personnes et leur montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles, il y a plusieurs options, et il y a plusieurs possibilités aussi. Je mettrai dans la barre d'infos, dans la description, des sites concernant le cancer, éventuellement des forums que tu recommandes qui ont pu t'aider, etc. Encore merci pour ton temps. Avec plaisir. Et nous avons clôturé cet entretien sur ces derniers mots où on était un petit peu fatigué puisqu'on a enregistré au mois de juin et il faisait très très chaud. On avait besoin d'aller prendre l'air, ce qu'on a fait. On est allé se ressourcer
en nature, exactement ce qu'on apprécie toutes les deux et ce qui a tant aidé Sandrine pendant son parcours. Et pour conclure, je dirais que je suis ravie d'avoir pu proposer cette interview, de laisser la parole à une femme qui a vécu des choses dans son corps. C'est important que chaque femme puisse avoir un espace d'expression où elle peut dire ce qu'elle a à dire sans limite, sans se sentir jugée et où tout peut être accueilli. Et c'est ce que j'avais à cœur de proposer dans cet épisode de Souveraine un petit peu particulier. Je te remercie donc encore beaucoup pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu, qu'il t'a parlé ou que tu connais une femme qui rencontre cette situation du cancer du sein, n'hésite pas à partager l'épisode, à le liker, à commenter et à t'abonner pour ne louper aucun des suivants. Encore merci pour ton écoute et l'écoute que tu as apportée à Sandrine. Et en attendant le prochain épisode, reste souveraine.